Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov est en face-à-face avec Marion Maréchal, qui s'était mise en retrait de la vie politique, mais qui en fait, à travers l'ICEP, l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques, et maintenant de ce centre de réflexion, centre d'analyse et de prospective, le CAP, eh bien, elle continue la bataille des idées. Alors Marion Maréchal, ce centre, en fait, il a vocation à quoi ? Alors c'est très simple en fait, il y a 3 ans de cela, j'ai monté avec une équipe, une école de sciences politiques et de management, une école supérieure qui avait de grandes ambitions puisqu'il s'agissait là de pouvoir apporter une formation alternative à des gens qui voulaient s'investir à haut niveau dans la cité, c'est-à-dire une nouvelle élite politique si je peux dire ça simplement, et qui voulait être une forme de réponse au militantisme idéologique, au sectarisme idéologique, à l'orientation idéologique qui trop souvent malheureusement sévit dans une grande partie des universités françaises ou des écoles privées, en particulier il faut bien le dire, dans les sciences politiques, Sciences Po en étant peut-être l'incarnation la plus aboutie du politiquement correct et l'incubateur de toutes ces idéologies dont on voit les effets néfastes au quotidien. Je pense par exemple à l'indigénisme, oui, au racialisme d'ailleurs, voilà, des coloniales, théorie du genre, j'en passe et des meilleurs. Et donc à partir de là, cette école a été construite et on a voulu ajouter un 2e étage à la fusée, si je puis dire, et aller au-delà des formations en proposant un centre de recherche, donc le fameux CAP, qui a vocation pour le coup à apporter des analyses et solutions dans le débat public sur des sujets qui m'apparaissent, alors là c'est très personnel, mais ou trop absents et pourtant fondateurs, ou insuffisamment correctement traités. On en parlera peut-être aujourd'hui, mais on a un exemple typique d'une actualité sur le franc CFA qui me tient à cœur. On en a parlé, qui est un sujet par exemple qui n'a pas été traité sur le plan politique et sur le plan médiatique aujourd'hui, alors qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est un exemple évidemment parmi d'autres, l'idée étant de pouvoir profiter, parce que évidemment je ne fais pas ça de manière innocente au moment où on parle, de profiter des élections présidentielles pour surfer sur l'émulation intellectuelle politique qui va advenir à cette occasion et ainsi pouvoir, je l'espère, alimenter le débat public. Et une fois de plus, parce que c'est notre ADN, loin du politiquement correct et loin du sectarisme idéologique. Alors, d'abord, Marion Maréchal, puisque vous avez parlé des présidentielles, je vous posais la question que vous avez posée pour la 400 millième fois, mais c'est toujours intéressant. À mon avis, c'est même en dessous. Vous allez me répondre d'un mot, vous ne vous présentez pas en 2022 ? Non. Je ne me présente pas en 2022. Et ben voilà, c'est réglé, on le sait. On peut passer aux choses sérieuses maintenant. Voilà, passons aux choses sérieuses, absolument. Non, mais alors, ce centre, il y aura quoi ? Juste pour rester un moment sur le centre, qui va c'est-à-dire, il y aura des scientifiques, des étudiants, Alors, ce sont plutôt des experts. La population, c'est quoi ? Des experts et spécialistes, à défaut d'être connus, parfois reconnus, en tout cas toujours. Français. Économistes, scientifiques, économie, tout. Oui. Voilà, exactement. Ça part du réseau du corps enseignant de l'ICEP, mais élargi bien évidemment. C'est aussi un réseau international puisqu'on travaillera et on travaille déjà avec des experts qui sont issus notamment de nos partenariats au Liban. Nous sommes partenaires avec une école au USEC au Liban, à Saint-Pétersbourg en Russie. Nous avons ouvert une filiale à Madrid, l'ICEP Madrid, donc évidemment espagnol. Et puis au-delà de ça, du réseau que j'ai tenté de constituer depuis 3 ans, avec l'idée et je crois la force de ne pas être prisonnier, si je peux dire, des postures partisanes. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que moi, je suis hors du jeu électoral. C'est l'occasion pour moi de pouvoir prendre des positions et apporter des sujets sans être dans le dogme ou le parti pris. On voit bien aujourd'hui que les partis politiques, malheureusement, ne sont plus vraiment des prescripteurs d'idées dans le débat public. Donc il faut bien... Tous les partis politiques, faut le dire. Oui, c'est une tendance générale, il faut bien le dire. Et c'est vrai qu'à du coup, à côté de ça, qu'est-ce qui a émergé ? Une forme de petit entre-soi de l'expertise, si je puis dire, où on a d'un côté des grands think tanks qui sont soit des think tanks spécialisés sur des sujets, et d'ailleurs qui peuvent être de qualité, c'est pas le débat, soit des grands think tanks plus généralistes, mais engagés politiquement à droite ou à gauche, etc. Qui ont souvent, pour les grands think tanks installés, et je pense notamment à Fondapol, mais c'est pas outrage que de dire ça, puisqu'il le dit lui-même, plutôt sur une ligne européiste, progressiste, voilà. Donc il y a à mon avis un espace intellectuel comme à investir. Terranova sur l'autre bord. Oui, exactement. Enfin, et d'autres, oui, bien sûr. Donc votre idée, c'est vous dites maintenant, je ne suis pas dans le combat politique immédiat, donc je fais un centre de recherche pour aller creuser un certain nombre de choses, et on va creuser tout de suite d'ailleurs. Creusons. On va commencer par le Charles de Gaulle. Oui. Le nouveau Charles de Gaulle.
Et qu'est-ce que vous aviez envie de réagir là-dessus, Marion Maréchal? Oui, alors pour plusieurs raisons. Déjà parce que faut quand même rappeler que c'est une nouvelle très positive, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui nous sommes les seuls au monde avec les Américains à bénéficier d'une telle technologie. Donc nous sommes d'ailleurs les seuls partenaires possibles de ce point de vue avec les Américains sur le sujet. C'est évidemment un outil absolument indispensable à notre dissuasion nucléaire. Donc nous pouvons être extrêmement fiers de cela. Et le fait qu'il y ait une nouvelle génération du Charles de Gaulle qui arrive est évidemment une nécessité et une bonne nouvelle. On pourrait regretter qu'on n'aille pas au bout de la cohérence et que cette commande s'arrête à un nouveau porte-avions quand il eût fallu en avoir deux, puisque évidemment le porte-avions actuel comme le futur porte-avions sont astreints régulièrement, et en l'occurrence pour le futur tous les 10 ans, à des arrêts de longue période pour des raisons techniques. Et donc il est évident que même si on peut compenser ça partiellement, on n'a donc pas la permanence de l'outil. Et c'est vrai que c'est dommage, si vous voulez, parce qu'on a là un plan de relance à coût de dizaines de milliards qui a été annoncé dans le débat public. Et je trouve que l'industrie de défense et la question de défense au sens large est très absente de ce plan de relance. Alors même que la particularité de la défense, c'est que c'est un secteur qui travaille énormément avec des sous-traitants français. Donc c'est vraiment de l'emploi local pour le coup. Ça touche à notre indépendance et à notre fameuse résilience, qui sont les deux grands mots utilisés pourtant tout le temps par le gouvernement. C'est un vecteur extraordinaire d'innovation, souvent d'innovation militaire qui ensuite passe dans le civil. Donc on aurait pu s'attendre à ce que quelques milliards puissent être consacrés davantage à ce nouveau porte-avions. Et c'est vrai que j'ai réagi, et j'ai réagi d'ailleurs sur les réseaux sociaux, parce que derrière cette annonce heureuse et positive, il y a pour moi une espèce d'incarnation du en même temps macronien. C'est-à-dire qu'on lance le Charles de Gaulle et en même temps, on a vendu Alstom à General Electric aux Américains, qui vont fournir les fameuses turbines nucléaires qui vont justement... Du Charles de Gaulle d'ailleurs. Voilà, précisément du Charles de Gaulle. C'est le retour à l'envoyeur. Exactement. Ouais. On a également les chantiers de l'Atlantique, une espèce de pépite technologique industrielle à Saint-Nazaire, qui également est en projet de vente à son concurrent italien. Et c'est précisément ces chantiers-là qui vont construire le Charles de Gaulle. Oui, et on a aussi cette espèce de volonté donc de réaffirmer le fait que l'on souhaite que ce futur porte-avions soit à propulsion nucléaire, donc la défense du nucléaire militaire. Et dans le même temps, on va détricoter le nucléaire civil, qui pourtant est lui aussi un des garants de notre indépendance, bien sûr. Et le couronnement de tout ça, c'est qu'on ferme Fessenheim, mais on va en fermer d'autres. Et puis on importe du gaz et du charbon d'Allemagne. Ça se passe très bien. Exactement. Ouais. Et donc c'est vrai que voilà, ça interpelle, si vous voulez, sur la cohérence globale. Et c'est vrai que s'il y a aujourd'hui une stratégie de défense à avoir, elle doit s'inscrire avec des grands chantiers industriels. Mais c'est vrai que c'est pas la première fois, malheureusement, qu'on constate que Emmanuel Macron est un des fossoyeurs du monde industriel, puisque le bilan d'Emmanuel Macron sur le plan industriel, c'est dramatique. Enfin, c'est Alstom. Pas seulement lui, mais les prédécesseurs étaient pas mal non plus. C'est vrai, mais enfin, Alstom, Technip, Alcatel, l'affaire Suez, qui devrait être un véritable scandale d'État. Dans lequel le gouvernement a un rôle très ambigu. Voilà, donc tout ça pour dire que bonne nouvelle, mais on aurait aimé un peu plus de vision et de cohérence. Eh bien, écoutez, on va en parler. On va à l'impossible, nul n'est tenu, Marion Maréchal. Faut pas exagérer non plus. Impossible n'est pas français. On se retrouve après une petite pause. À tout de suite. Voilà, le débat continue entre Marion Maréchal et André Berkoff. Et puis, vous aurez la parole à partir de 13h15. N'oubliez pas de nous appeler 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. André Berkoff est toujours en face-à-face avec Marion Maréchal, ancienne députée RN du Vaucluse et fondatrice de l'ICEP, l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques. Avant de reprendre le débat, juste une petite information, André Berkoff. Michel Rubirola, donc l'élu écologiste de Marseille, a décidé de démissionner de ses fonctions. Selon plusieurs sources, l'écologiste aurait décidé de claquer la porte, épuisé par la politique marseillaise. Ah, la politique, ça épuise. C'est ça. Marion Maréchal, je voudrais qu'on parle de... là, franchement, on en a parlé au téléphone avant l'émission, et ce qui se passe avec le nouvel accord de coopération franco-africaine avec le franc CFA. Ça, personne n'en parle. Oui, c'est incroyable, personne n'en parle. En fait, j'explique rapidement, il y a un nouvel accord de coopération monétaire qui a été ratifié donc, par le président Emmanuel Macron, qui avait été déjà décidé il y a un an, qui est retardé par le Covid, et qui va entraîner une nouvelle réorganisation du franc CFA. En fait, pourquoi je m'attarde sur ce sujet ? Je rappelle, dites
ce que c'est Alors, que le je vais franc expliquer CFA. rapidement sans rentrer dans des considérations techniques. En gros, le franc CFA, c'est une zone monétaire qui aujourd'hui concerne à peu près un tiers du continent africain, une quinzaine de pays, qui a Toute plusieurs... l'Afrique francophone, quoi. Oui, en grande partie à l'ouest, mais pas que. Il y a aussi des pays anglophones qui, d'ailleurs, a plusieurs instances de gouvernance. J'entre pas dans le détail. Et en fait, qui a la particularité d'avoir une monnaie dont la stabilité est garantie par la France, par la garantie de la parité euro franc CFA. Et donc, la conséquence de cela... Donc garanti par l'euro. Avant, c'est le franc, maintenant, c'est l'euro. Mais c'est la France qui prend la responsabilité de garantir donc à la fois ses déficits et les finances publiques de ces pays. Et avec une conséquence très simple, c'est qu'aujourd'hui, c'est la monnaie la plus stable d'Afrique qui permet à ces pays d'éviter de tomber dans l'hyperinflation, qui serait évidemment un drame économique. Voilà. Et alors, ce qui est très marrant, c'est qu'en fait, ce franc CFA, on pourrait parler du nom, en effet, qui aurait pu en effet être changé, puisque c'est aujourd'hui l'acronyme de franc des colonies françaises. Bon, c'est vrai qu'avec l'euro, ils auraient pu trouver autre chose. Je passe sur le nom. Mais ce qui est très marrant, c'est qu'en fait, cet outil a été l'objet d'attaques répétitives par la gauche panafricaniste depuis des années, enjambée en cela d'ailleurs par un certain nombre de gouvernants africains qui, en période électorale, ont utilisé un peu cet outil comme bouc émissaire de leur défaillance, disons-le, en accusant la France de néocolonialisme. Tout ça est un vaste mensonge, et le plus extraordinaire est qu'Emmanuel Macron, donc dans cette espèce de climat de repentance, de culpabilité, a cédé à ce chantage et aujourd'hui signe un accord qui fait que la France continue donc de garantir la stabilité de cette monnaie. La France seule continue de garantir la stabilité de cette monnaie et donc la parité euro franc CFA, sans plus aucune contrepartie. C'est-à-dire que la France avait jusqu'alors un certain nombre quoi, les contreparties? Alors, c'est très simple, je vous en cite deux, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. En gros, la France avait des représentants français dans les instances de gouvernance monétaire. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on dit oui, alors voyez, regardez, la France, elle tient ça, elle joue... Alors qu'en fait, ces représentants français étaient soit minoritaires, soit n'avaient pas voix au chapitre. Donc c'était simplement une présence dans les instances techniques pour vérifier que tout ça était quand même géré correctement, parce que, pardon, c'est nous qui assumons quand même le risque derrière. La deuxième chose, et là c'est un petit peu plus technique, mais c'est là un peu ce qui est central, c'était la mutualisation des réserves de change. Ça veut dire que en gros, la contrepartie de cette garantie de la France, c'était que 50% des réserves de change de ces États étaient stockées au Trésor public français. Et moyennant la disponibilité totale d'ailleurs de ces réserves. Oui, elles n'étaient pas bloquées. Bien sûr que non. La France. Bien sûr que non. C'est-à-dire que non seulement elles étaient disponibles, mais en plus elles étaient rémunérées plusieurs centaines de millions par an. Et bien ça, fini. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune contrepartie. Il n'y a plus aucune contrepartie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va garantir cela. Voilà. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, on a là été les victimes d'une désinformation totale dans laquelle les élites françaises se sont laissées empêtrer. Parce que je rappelle quand même, parce qu'on va nous dire oui, mais regardez, l'Afrique, la France-Afrique et tout, la zone France-CFA ne représente que 0,6% du commerce extérieur français. 0,6%. Donc expliquer qu'en fait, c'est aujourd'hui un outil qui permet à la France de se gaver et tout, c'est totalement faux. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, cette monnaie est un moyen pour un certain nombre de responsables politiques africains de ne pas regarder en face les vraies raisons du sous-développement, qui touchent évidemment aussi au manque de diversité de l'économie, à des problèmes évidemment d'éducation, de manque d'investissement dans les infrastructures, corruption et tout. Et c'est si vrai d'ailleurs que les pays qui ne sont pas dans le franc CFA sont aujourd'hui... mais alors Marie Maréchal, juste pour reprendre l'argument, si vous dites que ça représente que 0,6% du commerce français, c'est pas très important. Donc du 0,5%, ça pèse en quoi ? Oui, non, mais c'est pas ça. C'est que si vous voulez, aujourd'hui, ça veut dire que donc on apporte des garanties avec un risque financier important sans avoir les contreparties. Donc c'est quand même une grande difficulté. On continue à garantir, mais c'est ça. Voilà. Avec quand même un autre souci, c'est-à-dire que on cède au chantage et à l'idéologique donc d'un certain nombre de responsables africains, alors même que on n'a aucune raison objective de se sentir mal de ce point de vue. Et je le rappelle qu'ils ont la totale liberté de sortir du franc CFA. C'était très amusant. Oui, bien sûr. Des grands présidents comme Laurent Gbagbo qui expliquait... Et aucun n'est sorti jusqu'ici du franc CFA. Alors ça a pu arriver, ça a été le cas par exemple de Madagascar, qui d'ailleurs se porte pas très bien. Guinée, mais et à l'inverse, vous avez aussi des pays qui n'étaient pas issus de l'ancien empire colonial français qui sont rentrés parce que c'est une bonne garantie, quoi. Dans le franc CFA. Mais
Oui, juste un mot par rapport à ça, quand même, Marion Maréchal. Si je comprends bien, mais c'est la Banque Centrale Européenne, quelque part, qui garantit que les garanties de la France. Non, en fait, oui, mais là, aujourd'hui, ce sont les banques centrales africaines. Il y a des banques centrales africaines qui se chargent de cela et qui sont, en fait, co-dirigées par les Africains. Tout ça pour dire qu'il y a un vrai sujet pour nous. Pourquoi ? Parce que, en réalité, je vous le dis franchement, les Russes, les Chinois, les Turcs n'ont strictement rien à faire que l'Afrique se porte mal, ils n'ont strictement rien à faire qu'ils vivent sur des économies de rente. Et ils ne garantissent rien. Peut-être en fait. bien au contraire. La France, en revanche, a tout intérêt à ce que l'Afrique se porte bien, à ce qu'elle se développe, parce que c'est notre environnement régional proche, et que si ces économies s'effondrent, la réalité c'est que c'est nous qui en paierons les conséquences sur le plan évidemment migratoire et sécuritaire. D'où le fait que la France a tout intérêt, bien évidemment, à garder cette stabilité monétaire, à encourager par ailleurs les réformes nécessaires en parallèle, parce que si en effet c'est juste pour être le bouc émissaire des défaillances, c'est pas la peine. Mais en revanche, ne soyons pas systématiquement les dindons de la farce. Ça veut dire que si nous prenons des risques pour garantir cette stabilité, nous exigeons des contreparties légitimes. Les risques, ça se récompense, et c'est vrai, les risques, ça s'assume, et il y a des contreparties, vous avez tout à fait raison. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que la Chine, eux, ils ne garantissent rien, ils prennent. Oui, non, mais surtout, ce qui est stupide dans ces arguments de néocolonialisme et tout, c'est que de toute façon, si la zone franc-CFA disparaît, et le marché commun qui va avec, parce que c'est un marché commun aussi entre les pays, de toute façon ce sera la dollardisation de l'Afrique, où ce sera la toute-puissance. Voilà. La yuanisation. Exactement, de l'Afrique. Exactement. Donc, en fait, de toute façon, c'est vraiment une culpabilité française qui est extrêmement mal placée, et je regrette vraiment que Emmanuel Macron, malheureusement, soit tombé dans le panneau. En ce moment, nous avons quelques monopoles sur la culpabilité mal placée, et elle n'est pas que dans le franc CFA. Non. Allez, le débat continue entre André Berkoff et Marion Maréchal. Vous pouvez aussi intervenir d'ailleurs après 13h au 0826 300 300. Venez poser des questions à notre invité, et puis vous pouvez aussi revenir sur les autres sujets, notamment l'éducation nationale. Qu'est-ce qui se passe justement dans l'éducation nationale depuis l'assassinat de Samuel Paty? On vous attend. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. On parle beaucoup d'archipélisation, on parle beaucoup de libanisation, on parle beaucoup de France, territoire perdu de la République, etc., etc. C'est une termitière, mais non, la France, c'est quoi? C'est open bar pour un certain nombre de gens. Marion Maréchal, écoutez, auditeur du Sud Radio, écoutez ce qui s'est passé à Nantes le samedi dernier. Écoutez. Le dieu. Ah, puis à ce prix, j'ai dû les pavés. Ah, j'ai dû les pavés. Un pavé dans la tête. Voilà, nique-le. 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 Ah, voilà. Nique-le sa mère. Voilà. Tiens, viens. Voilà. C'était à Nantes. C'était un père de famille qui avait voulu récupérer une moto volée, s'est fait tabasser par des bons petits voyous à Nantes, effectivement, et les habitants n'en peuvent plus. D'ailleurs, il y en a qui ont dit on va se faire justice soi-même, mais alors c'était le Gouer, le blanc, le vieux tuez-le. À part ça, il n'y a pas de racisme, il n'y a que du racisme systémique, et il n'y a pas d'autre racisme, c'est intéressant. Tuez-le, il a reçu un pavé dans la tête, tuez-le. En fait, au-delà de ça, et ça, malheureusement, il y a une chose terrible, c'est qu'on a l'impression qu'on s'y habitue, que c'est devenu quotidien, que c'est quelque chose, bon voilà, c'est les faits divers, ça fait partie des faits divers. Et en fait, depuis des années, depuis 20 ans, on parle de ça revient à coups de livres, des ministres qui disent on peut plus tolérer ça, on fait des plans, les ministres de l'Intérieur se succèdent et se ressemblent. Ça traduit quoi, ça, Marion Maréchal? Ça traduit, c'est très simple, ça traduit un recul manifeste de l'État régalien dans sa responsabilité de justice en grande partie, parce que je prends un exemple tout récent, mais suite aux manifestations de la loi sécurité globale, vous avez vu où il y a eu la casse, des violences incroyables, il y a eu à peu près 120 interpellations de mémoire, et pour l'immense majorité d'entre eux, il y a eu de simples rappels à la loi ou des classements sans suite. Voilà. Donc si vous voulez, on est dans une espèce de laxisme organisé généralisé. On pense souvent, d'ailleurs, quand on pense sécurité, on pense toujours ministre de l'Intérieur, ministère de l'Intérieur, police, gendarmerie, et on pense un peu moins à justice. Mais en fait, on se rend compte que, et c'est là la grande faille, à mon avis, de ce gouvernement, que les deux ne peuvent se penser que dans une vision commune, et qu'il n'y aura pas de réponse efficace au malaise de la profession des forces de l'ordre sans qu'il y ait derrière la réponse à l'effondrement aujourd'hui de la chaîne pénale.
d'une justice qui est sous-dotée, qui n'a pas assez de moyens, qui est trop lente, qui gère la pénurie des places de prison, qui est embarquée en partie une idéologie issue de l'école de la magistrature, qui ne considère plus que la peine doit protéger la société et sanctionner, mais qu'elle doit d'abord réinsérer. Et puis tous les dispositifs ou jurisprudentiels ou légaux qui ont fini par se mettre en place, qui font qu'aujourd'hui, une personne qui arrive en prison, si tant est qu'elle aille au bout, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, avant d'être condamné à de la peine de prison ferme, il faut être condamné de multiples reprises, et souvent on est condamné avec des peines de prison avec sursis avec mise à l'épreuve, et peut-être au bout de 4, 5, 6 fois. Et moins de 2 ans de condamnation, on ne fait pas de prison. Voilà, enfin, et en plus il y a évidemment tout un dispositif de peine hors les murs qui fait qu'il y a un vrai sentiment d'impunité, parce que la réalité c'est que les gens qui ont aujourd'hui des peines hors les murs ont le sentiment de ne pas avoir été sanctionnés. Et je parle même pas des dispositifs de remise automatique de peine, remise supplémentaire de peine, qui font qu'aujourd'hui, de toute façon, même si vous êtes condamné, vous faites pas la moitié. Voilà, c'est ça la réalité. Donc il y a un sentiment d'impunité générale, d'effondrement finalement de l'État de ce point de vue-là, qui est évidemment le complément d'une autre problématique, qui est la question de l'immigration massive, sur lequel prospère aussi en partie le terreau de la délinquance. Vous liez les deux, parce que est-ce que c'est forcément lié? Moi je pense que c'est forcément lié pour une partie évidemment, parce qu'il s'agit faut pas dire tous les immigrés. Oui, non, mais parce qu'en fait c'est vrai qu'on se sent obligé de le préciser à chaque fois, mais c'est tellement évident qu'en fait voilà, mais évidemment, mais il y a malgré tout aujourd'hui dans une partie de cette immigration inassimilée, une rupture en fait avec la société. Inassimilée étant le mot et non intégré, c'est le grand problème. C'est ça, exactement. Voire même des générations qui se désassimilent au fur et à mesure des générations et qui se retrouvent souvent dans des zones qu'on appelle maintenant de non-droit, comme si c'était devenu un concept... Les territoires perdus de la République, ça fait 20 ans qu'on en parle. Acceptable, régi en partie par les petits trafics et les islamistes, dans lesquels les forces de l'ordre ont ordre de ne pas aller, parce que si elles y vont, il y a un risque d'émeute et d'embrasement, et que l'État n'a pas envie de revivre l'épisode des épisodes de 2005, avec l'embrasement de la France entière. Et donc voilà, et donc je pense que tous ces phénomènes cumulés finissent par donner une situation absolument explosive. Et ajouter à cela, parce qu'on n'en parle malheureusement pas de manière assez claire, l'activisme minoritaire mais extrêmement violent, quasi terroriste de milices d'extrême gauche. On parle souvent des Black Blocs, mais pas seulement eux. Black Bloc, c'est une méthode en fait qui pousse à la confrontation avec les forces de l'ordre. C'est vrai aussi de certaines associations sur la question des migrants et des Colombiens. Mais pardon Marie, quelquefois on a eu le sentiment, et on l'a vu, que les forces de l'ordre, en tout cas je sais pas, ordonné ou pas, laissent faire. C'est le syndrome Malek Ousekine. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que les pouvoirs publics ont été traumatisés par cette affaire, et à partir de là, il y a eu ordre depuis des années et des années de ne plus aller au contact. Voilà, de ne plus aller au contact. Donc les forces de l'ordre reculent. Alors on est un petit peu sorti de cette doctrine sur ces derniers mois, mais ça reste extrêmement timoré, parce que la réalité, c'est que le politique préférera toujours sacrifier des policiers ou des dégâts considérables que d'avoir un blessé grave ou très grave parmi les manifestants. Voilà. Vous pensez que c'est encore ce syndrome-là qui dirige les politiques aujourd'hui? J'en suis absolument convaincu que ça relève en grande partie d'un manque de volonté et de courage politique. Ça, c'est une certitude. Dernier point, et puis nous allons effectivement donner la parole à nos auditeurs, qui, je suis sur des tas de questions à vous poser, Marion Maréchal, parce que c'est l'actualité, ce référendum sur le climat. Donc Emmanuel Macron hier annonce, eh bien voilà, vous avez voulu un référendum, vous avez voulu, eh bien on le fait. Et je rappelle que le dernier référendum qui a été fait en France, c'était en 2005, il y a 15 ans, sur la Constitution européenne, et on connaît les résultats. Alors ce référendum, c'est quoi? C'est un acte politique, c'est une botte en touche, c'est quoi pour vous? Alors, de prime abord, j'y vois une forme de tactique, parce que c'est vrai que si on peut accorder quelque chose à Emmanuel Macron, c'est que c'est un génie tactique. La tactique se différenciant de la stratégie en ce qu'elle pose sur le court terme, donc c'est ça qui est intéressant. Probablement, en choisissant une espèce de révision un peu gadget de la Constitution sur un sujet consensuel, ou en tout cas... Presque tout le monde serait d'accord, enfin, sur le fond. Voilà, je pense qu'il essaye de se garantir, peut-être ou en tout cas une victoire qui permettrait de le mettre en dynamique, puisque évidemment ceux qui s'opposent n'iront peut-être même pas voter, et comme il n'y a pas de limite, vous savez, de quorum, finalement c'est la prime à ceux qui on peut gagner même sur une abstention massive. Je pense qu'il y a aussi peut-être le fait de vouloir tordre le cou à cette idée qu'il ne serait pas un grand démocrate, donc ça mange pas de pain, étant donné qu'il ne sait pas
comment dire, il s'est pas particulièrement distingué par sa capacité à travailler avec le Parlement au début de la crise sanitaire, par exemple, entre autres choses. Je pense aussi que c'est une manière un peu perverse de détourner le débat, parce que vous savez, quand vous organisez un référendum, il y a des temps de parole qui sont encadrés, il faut organiser le camp du oui, le camp du non dans les médias et tout, donc c'est aussi une manière de ne pas avoir à parler des sujets qui fâchent et qui seront probablement très douloureux sur le plan économique dans les semaines à venir. Moi, je vais vous dire, on en saura un petit peu plus sur cette tactique quand on regardera l'article de la Constitution qu'il va utiliser. Oui, c'est Pourquoi ? Ça. Oui. Parce qu'il y a 2 articles aujourd'hui qui permettent la révision de la Constitution. Il y a l'article 89, et l'article 89 oblige à passer par un vote commun du Parlement. Donc Sénat Assemblée nationale et Sénat. Ouais, et là, évidemment, le Sénat étant à droite, on pourrait s'attendre, on pourrait s'attendre à ce que le Sénat s'oppose. Et donc, dans ce cas-là, l'objectif d'Emmanuel Macron était clairement de torpiller le truc dès le départ et de faire passer la droite pour les diviseurs. Quoi. Et l'autre article ? C'est l'article 11 qui a été utilisé de mémoire 2 fois par le général de Gaulle pour réviser la Constitution, qui pour le coup a des sujets très limitatifs, mais parmi ces sujets limitatifs, il y a les questions environnementales. Et donc, on pourrait imaginer qu'il passe par cet article, et dans ce cas-là, il n'a pas à passer par vote en termes identiques du Parlement. Et dans ce cas-là, en effet, on peut constater qu'il joue vraiment et qu'il y croit vraiment. C'est vrai. Mais est-ce qu'il dira, comme le général de Gaulle, si vous ne votez pas ce référendum comme il a fait en 1969, je m'en vais ? C'est une bonne question. En tout cas, ce qui eût été pertinent, puisqu'il lance ce débat sur la réforme constitutionnelle, ça aurait été éventuellement de s'emparer de ce moment de la réforme constitutionnelle pour traiter, selon moi, non pas seulement graver dans le marbre des espèces de trucs d'intention, voilà, mais au contraire, s'attaquer à des vrais problèmes d'ordre constitutionnel aujourd'hui. Ça veut dire le gouvernement des juges, le fait qu'aujourd'hui le Conseil constitutionnel, entre autres choses, ait un pouvoir complètement délirant sur la décision politique. Je vous donne un seul exemple, mais qui est édifiant. Aujourd'hui, le pouvoir politique, le Parlement, n'a plus la possibilité de supprimer le regroupement familial. Le regroupement familial a été sanctuarisé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. C'est un exemple parmi des centaines et des centaines. Non, mais c'est intéressant, juste pour préciser, vous voulez dire que si l'Assemblée nationale et le Sénat décident effectivement d'arrêter le regroupement familial, ils ne peuvent plus le faire. Impossible. Censure du Conseil constitutionnel pour inconstitutionnalité au prétexte je crois que c'est sur le respect du droit à la vie privée qui se sont basés ou quelque chose comme ça. Donc, si vous voulez, c'est un exemple, mais il y en a des centaines, et en particulier sur les questions d'immigration. Et donc, il y a aussi des questions de sécurité. Je vous donne un autre exemple édifiant, mais par exemple, le Conseil constitutionnel a interdit la rétention de sûreté pour les personnes condamnées pour terrorisme à l'issue de leur peine. À l'issue de leur peine. À l'issue de leur peine. Non, il n'y a pas de rétention de sûreté, ça existe dans d'autres cas, ça a été interdit pour les terroristes islamistes. On peut réformer le Conseil constitutionnel quand même, Marion Maréchal. Il faut passer par la Constitution. Parce que c'est dans la Constitution. Donc voilà. Il reprendra un autre article, un autre référendum, ça sera intéressant. Donc non, mais pour dire que, à la limite, que ce ne soit pas une occasion manquée, qu'on traite les vrais sujets, la question migratoire, la question du gouvernement des juges, et la question peut-être de la primauté de notre Constitution sur le droit européen. Et alors là, je rêve, je pense, mais du droit européen et du droit international, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que nous sommes aussi, évidemment, pieds et poings liés par la jurisprudence, notamment de la Cour européenne de justice des droits de l'homme et de la Cour européenne de justice. Et sur la Cour européenne des droits de l'homme, je vous donne un exemple sur lequel on va avoir un problème. C'est très concret dans la loi sur le séparatisme. Loi sur le séparatisme, vous savez que maintenant, on va pouvoir opposer aux polygames cet état de polygamie pour leur refuser l'octroi d'un titre de séjour légal. Ça existe dans la loi française, mais pas dans tous les cas. Là, ce sera dans tous les cas. Eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu une jurisprudence en disant qu'on ne pouvait pas opposer la polygamie pour refuser un titre de séjour à des personnes. Voilà. Un exemple. La jurisprudence européenne, donc, est là. Voilà, et donc il va y avoir un rapport de force, forcément. Et comme la France, malheureusement, les gouvernements français se couchent très souvent. Je vous demanderai si vous êtes pour le Frexit ou pas, on va en reparler. Eh bien oui, et justement, c'est à votre tour de venir poser des questions à André Berkoff et Marion Maréchal. Un seul numéro, 0826 300 300, sur tous les sujets qui ont été abordés depuis le début. Et puis d'ailleurs, vous pouvez aussi revenir sur le mammouth de l'éducation nationale et ses dysfonctionnements. A tout de suite. Radio Berkoff dans tous ses états. Et oui, André Berkoff, toujours dans tous ses états, avec son invité Marion Maréchal, fondatrice de l'ICEP, Institut des sciences sociales, économiques et politiques. Et puis vous aussi, vous êtes tous là au rendez-vous et vous nous appelez nombreux au 0826 300 300. Tout de suite, là, on part à Toulouse et on donne la parole à Valérie. Bonjour Valérie. Oui, bonjour Valérie. Bonjour André Berkoff, bonjour Marion. Je suis donc Valérie de Toulouse, promotion Bainville, Marion. Ah, très bien, ça me parle.
Alors, je voulais savoir si le CAP allait se pencher sur ce que nous vivons aujourd'hui en termes de privation de liberté à plusieurs niveaux. Et pour moi, ce qui est le pire, c'est que l'on a interdit aux médecins la liberté de prescription. Et ce qui prend le plus, pour moi, le plus grand scandale, c'est peut-être l'internement d'office du professeur Fourtillon. Pardon. On en a parlé hier, oui. Voilà. Et je voulais savoir si effectivement cette privation de liberté, qui pour le pays des droits de l'homme est juste unique, vous allez travailler dessus pour que plus jamais ça ne se reproduise. Oui, alors déjà, merci beaucoup pour cette question. Alors juste pour ceux qui nous écoutent, Promotion Mainville, il s'avère que, en l'occurrence, c'est une étudiante de l'ICEP qui est venue, donc voilà. Mais ça n'était pas orchestré, je tiens à le préciser. Oui, je commence à me poser des questions. Voilà, exactement. Je vous l'aurais pas dit, sinon je vous l'aurais pas dit. Mais voilà, comme ça au moins les choses sont claires. Mais non, vous avez raison. Je pense qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui sur la question des libertés. En fait, on va y travailler bien sûr sur le CAP. On y travaille déjà dans le cadre de la loi sur le séparatisme qui pose cette question. En fait, pour faire simple, aujourd'hui, il y a un grand principe cardinal de l'organisation de nos sociétés, c'est l'équilibre entre, d'un côté, nos libertés fondamentales et l'ordre public. Et donc, le rôle du politique dans nos démocraties de liberté, c'est d'essayer de toujours faire en sorte que l'un ne se fasse pas au détriment de l'autre. Voilà. Et donc, d'avoir toujours ce réflexe de ne toucher aux libertés fondamentales qu'avec une main tremblante. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est que le gouvernement actuel, mais c'était déjà le cas malheureusement sous Hollande, non seulement n'y va pas avec la main tremblante, mais il va carrément au burin, c'est le moins qu'on puisse dire. Et avec une double menace, si je peux dire, sur nos libertés fondamentales. D'une part, évidemment, la question de la crise sanitaire, qui touche à des libertés tout à fait essentielles, la liberté de pouvoir travailler, la liberté de pouvoir circuler librement. Se déplacer, voilà, pour les médecins, en l'occurrence, vous l'avez relevé, mais la liberté de pouvoir prescrire, voilà. Et de l'autre, la question du terrorisme islamiste, qui du coup, sous prétexte évidemment de vouloir répondre à cette problématique, voit la facilité, et c'est vrai d'ailleurs en grande partie à droite malheureusement trop souvent, d'être dans une espèce de course à l'échalote et au nom de l'ordre public, d'être capable de sacrifier tout et n'importe quoi. Or, et j'y viens notamment dans la loi sur le séparatisme, le fait qu'ils aient voulu interdire par exemple la scolarité à la maison, qui est une liberté fondamentale constitutionnelle, qui touche à la liberté associative, ou même qui touche à la liberté de l'enseignement privé, en oubliant d'ailleurs que 100% des terroristes sont malheureusement issus de l'école publique de la République. Donc c'est souvent tapé à côté d'ailleurs. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a à mon avis un vrai travail de discernement pour ne pas, au nom de la liberté, de l'ordre public dans l'émotion, sacrifier nos libertés fondamentales, parce que de toute façon, il n'y a pas d'ordre durable sans liberté, comme il n'y a pas de liberté sans ordre. Voilà. Et il n'y a pas d'ordre dans les cimetières ni dans les esclavages. Exactement. Et puis ça fait partie de notre identité aussi européenne, civilisationnelle. Donc il faut aussi, je veux dire, si c'est lutter contre le terrorisme islamiste pour finalement renoncer aussi à tout ce qui nous caractérise, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne manière de faire. Sachant que, une fois de plus, légiférer n'est pas agir. Et qu'en réalité, on n'aura probablement pas le temps d'y revenir en détail, mais que 90% aujourd'hui de l'arsenal se trouve déjà dans la loi actuelle. Encore faut-il la mobiliser et l'appliquer. Appliquer la loi, mais faut-il une colonne vertébrale et du courage pour le faire. Clémence. Et oui, on retourne au standard 0826 300 300, on reste à Toulouse et on donne la parole à Étienne. Bonjour Étienne. Oui, bonjour Étienne. Oui, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour. Oui, alors je suis policier en fait depuis 1989. Oui. Donc j'ai pu voir l'évolution de la criminalité dans mon pays. Et je voulais juste corroborer les propos de votre invité sur la justice, donc qui est très politisée, qui ne fait plus son travail. Voilà, moi j'ai arrêté pas mal de personnes et ces personnes, malgré le nombre impressionnant déjà de délits qu'elles avaient à leur actif, n'étaient toujours pas en prison, étaient toujours en France, parce qu'il y a énormément de délinquance étrangère. Ça a été confirmé, ça m'a fait rire parce que sur CNews, il y avait un général de gendarmerie, Bertrand Cavalier, qui a dit qu'il y avait une énorme part de délinquance étrangère en France. C'était sous les yeux ébahis des journalistes, mais c'est pourtant la stricte vérité. Voilà. Il y a énormément de zones de non-droit en France.
Oui, parce que comme je suis CRS, j'ai l'insigne honneur de naviguer dans toute la France. Bien sûr, on m'envoie dans les endroits les plus dangereux. On ne fait pas que les manifs. Alors, je citerai par exemple, pour ceux qui connaissent Toulouse, d'aller faire un petit tour à la Reinerie, par exemple. Ils pourront voir ce que c'est une zone comme en Amérique du Sud, comme au Brésil, que je connais bien, où ils verront ce que c'est des dealers en moto, cagoulés, armés. Enfin, c'est abominable. Je voulais aussi revenir sur les manifs. Je fais juste un petit retour de ce qu'elle a dit. Sur les manifs, il faut savoir que nous, policiers, on intervient quand on nous donne les ordres. Oui, bien sûr. Voilà. Alors il y a les bonnes manifs et les mauvaises manifs. Je veux dire, depuis 1989 que je fais des manifs, j'ai pu Quelles sont les bonnes manifs et les mauvaises manifs? Les bonnes manifs, c'est par exemple les supporters de l'Algérie qui défoncent tout. Avenue Foch, où j'étais, qui défoncent tous les Champs-Élysées. Bon, là, on laisse faire. Par contre, les Black Blocs, on laisse faire aussi. On nous donne l'ordre d'encaisser, de ne pas bouger. On vous donne vraiment l'ordre de... Vous voyez les Black Blocs, vous les connaissez? Oui. Moi j'ai fait une manif, le manif travail, sur la travail où il y avait des Black Blocs. On nous a dit, vous faites la tortue, vous êtes protégés, vous encaissez, vous ne chargez pas. Et nous on les voyait tout péter et tout, bon bref. Donc là il ne faut pas les toucher. Pourtant les Black Blocs, ils sont épais comme des cases à la SNCF sans beurre. C'est des fils de bourgeois. Dès qu'on les charge, les mecs ils crient pitié. Je veux dire, voilà, c'est pas des bêtes de guerre comme on nous laisse croire aux infos et tout. Nous, moi, je fais des sports de combat depuis que je suis adolescent. J'ai des collègues qui sont très très sportifs, qui font du MMA et tout. Je peux vous dire que si on nous lâche la bride, il n'y a plus de Black Bloc, c'est fini. C'est ça, voilà. Ça qui est extraordinaire, parce que vous n'êtes pas le seul à le dire, Étienne. Ça fait des années qu'on le dit et qu'on ne touche pas, c'est quand même étonnant. Et du coup, les bonnes manifs. Et du coup, les bonnes manifs, non, les mauvaises, du coup, les mauvaises manifs plutôt. Alors les mauvaises manifs, j'y viens. Vous avez là où on m'a donné l'ordre de charger sans pitié. Bon, là, moi je l'ai pas fait parce que je suis chef de section et ça commençait un peu à m'énerver, donc je suis resté un peu en arrière. Et c'est quoi? C'était la manif pour tous. Alors là, fallait y aller à bloc parce que bon, en face c'était drapeau français, gens qui chantaient la Marseillaise. Et les gilets jaunes. Alors les gilets jaunes, moi ça m'a fait extrêmement mal parce que ça nous a coupé de la population. J'en veux extrêmement à Monsieur Macron et à Monsieur Castaner, parce que en fait ils ont mis les policiers en situation de danger. Quand vous êtes en danger, vous vous défendez, c'est-à-dire que quand vous avez 10 000 manifestants, vous mettez 100 policiers contre un mur ou dans des zones où ils peuvent pas, vous voyez ce que je veux dire, ou alors que vous nassez les gilets jaunes, c'est forcé que les mecs ils essayent de sortir. Et une chose que je vous avais déjà dit en passant sur votre antenne, Monsieur Berkoff, je n'ai jamais vu en 30 ans de maintien de l'ordre l'Arc de Triomphe déployé de force de l'ordre. Jamais. Je ne l'ai jamais vu. Juste aux gilets jaunes, c'est bizarre. Bien sûr, il y a des gens qui sont pour les péter. Je voulais aussi vous dire que pour avoir une bonne idée de la France, Madame Maréchal, écoute, je sais que vous êtes en Italie, je crois, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais il faut écouter des médias étrangers. Voilà. Moi, je fais partie d'une association de policiers internationaux. J'échange avec eux sur des forums. Mais pour les policiers hongrois, parce que j'ai la famille hongroise, pour les Polonais, pour les Suisses, pour d'autres pays, mais la France, c'est la racaille de l'Europe. Il faut le savoir. Il y a eu un incident diplomatique avec M. Hollande, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui avait convoqué l'ambassadeur suisse, parce que la Suisse a un plan pour fermer ses frontières en cas de guerre civile avec la Suisse. Moi, j'ai habité 10 ans à la frontière suisse, du côté de Mulhouse. Mais je peux vous dire que c'est vrai. C'est vrai, les Suisses, ils nous considèrent comme des bandits. Parce que voilà, on a toute la racaille qui traverse la frontière suisse pour aller faire des mauvais coups chez eux. Et ils en ont marre. D'ailleurs, cet été, il y a eu plusieurs piscines qu'on interdit. Les Suisses sont extrêmement sévères avec les Français. Et moi, la question que j'aurais pour Madame Maréchal. Allez-y. Bon. Alors déjà, moi, j'apprécie pas du tout votre tante, parce que votre tante, elle devrait démissionner. Vous n'allez pas me répondre, bien sûr, mais voilà, elle fait plus de mal à la cause que du bien. Et moi, je rêverais d'une alliance. Votre question, Étienne, dites-nous, qu'est-ce que vous rêvez? Voilà, la question, c'est une alliance avec Zemmour, De Villiers, Onfray, enfin tous les patriotes, histoire qu'on arrête d'avoir des gens comme on a actuellement qui ne pensent pas au bien de la France. Enfin, vous l'avez assez développé. Voilà. Merci, Étienne. Maréchal. Merci Étienne déjà pour ce témoignage édifiant, synthétique et qui résume tout. Voilà, on va pas revenir dessus parce que je pense que tous les Français le perçoivent et ont bien compris l'enjeu qu'il y avait derrière. Pour répondre à votre question aujourd'hui sur le plan électoral, comme vous le savez, il y a un certain nombre de candidats aujourd'hui qui sont annoncés, dont d'ailleurs Marine Le Pen. Moi, j'ai pris un engagement personnel, politique, moral, prenez-le comme vous voulez. J'ai dit que je ne rentrerai jamais
en confrontation avec Marine Le Pen. Et d'ailleurs, c'est ni mon souhait ni mon envie. Enfin, je veux dire, je me lève pas le matin pour ça. J'ai des divergences, un certain nombre d'ordres politiques, idéologiques, stratégiques avec le Rassemblement national. Donc, je n'ai pas le souhait aujourd'hui de réintégrer le Rassemblement national, même si je ne renie rien de ce que j'ai fait et que j'ai encore beaucoup d'amis à l'intérieur. Et donc aujourd'hui, moi, je suis investi dans une mission qui est une mission liée à l'ICEP et aux idées. Et donc, j'ai encore le souhait de pouvoir continuer à travailler dans ce couloir-là, parce que je pense qu'il est nécessaire et utile. Après, comme je l'ai souvent dit quand on m'a posé la question... La politique est toujours là d'une certaine manière, et ce qui est sûr, c'est que moi je m'interdis pas un jour de refaire de la politique. Je l'ai toujours dit. Simplement, je peux pas m'engager aujourd'hui sur quoi, qui, comment, parce que je ne le sais pas et que j'en ai pas encore le souhait. Donc j'entends votre impatience et j'entends votre c'est-à-dire ce qui revient souvent, c'est le désespoir des Français sur le fait qu'ils ont le sentiment que en fait il n'y a aucune ouverture électorale. Tout ce que je peux dire, c'est que attention à faire des anticipations trop fermes, puisque en réalité les élections ne se sont jamais passées comme elles ont été annoncées 18 mois avant, et il pourrait y avoir beaucoup de surprises qui émergent, de nouveaux candidats, de candidats autonomes en dehors des partis, d'union de gauche, peut-être derrière Hidalgo qui pourrait rebattre les cartes et mettre aussi en situation. Donc voilà, peut-être ne pas attendre l'élection désespérée en imaginant que tout est joué d'avance. Ne pas vendre la peau de l'ours. Oui, exactement. Avant de l'avoir tué. Allez, le débat continue et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et le débat d'idées continue sur le plateau d'André Berkoff avec Marion Maréchal. Je rappelle d'ailleurs son nouveau centre de réflexion, le centre d'analyse et de prospective, le CAP, lancé donc par son école, l'ICEP, l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques. Et vous aussi, vous êtes là justement pour réfléchir et nous poser des questions au 0826 300 300. Tout de suite, on va donner la parole à Julien qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Julien. Oui, bonjour Julien. Bonjour André Berkoff, bonjour Clémence, bonjour Marion Maréchal. Bonjour. Écoutez, moi je vous appelle, je serai assez rapide parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'appels. Je voulais vraiment avoir votre suite à ce qu'a dit l'auditeur précédent qui était très intéressant, avoir votre point de vue, Marion Maréchal, sur des questions fondamentales. On vous entend pas beaucoup sur le Frexit, on vous entend pas beaucoup sur l'euro, sur le rôle de la CEDH, sur Schengen, sur l'OTAN. Donc moi j'aimerais, ça c'est ma première question. Et la deuxième, c'est souvent, notamment Éric Zemmour a parlé de son souhait. Il aimerait qu'il y ait un arc qui aille des républicains en passant par les souverainistes, les patriotes. Est-ce que vous reconnaissez là-dedans et quelle est votre position également là-dessus ? Alors, je vais essayer de vous répondre aussi en effet rapidement. C'est vrai que j'ai été un peu plus absente aussi ces dernières années du plan médiatique, donc j'ai peut-être été moins audible là-dessus, mais j'ai donné notamment, pardonnez-moi de faire de la publicité au journal Valeurs Actuelles, mais j'ai donné au moment des Européennes quand même une grande interview sur la question de l'Europe, de l'Europe puissance et tout, donc j'ai pu développer un peu mes idées là-dessus. Je vous y renvoie du coup si vous voulez avoir le détail. Pour ce qui est du Frexit, en réalité je ne suis pas pour un Frexit pour une raison simple, c'est qu'un Frexit impliquerait mécaniquement une sortie de la zone euro, et Dieu sait que je ne communie pas aux vertus de l'euro et que je pense que c'était une très mauvaise raison d'y rentrer. On a eu un grand tort d'y rentrer, mais en revanche je pense qu'en sortir à l'heure actuelle serait probablement pire que les bénéfices que nous pourrions en tirer, en tout cas à court terme, sachant que il y a toujours aussi une tendance à raisonner en matière économique au niveau macroéconomique, c'est-à-dire commerce extérieur, droits de douane, monnaie, et un peu moins en matière microéconomique. Ça veut dire que l'économie, c'est les deux. Et je pense que c'est important de traiter les deux sujets, c'est-à-dire aussi la fiscalité intérieure, aussi la compétitivité interne. Alors, tout ça pour dire quoi ? Il faut savoir que l'Union européenne, en fait, c'est un outil qui a une orientation idéologique indéniable auprès des commissaires, mais qui est un outil qui ne peut rien faire sans l'aval de la France. Il faut quand même comprendre une chose, c'est que l'intégralité, à peut-être 2 exceptions près dans l'histoire, mais quasiment rien, du droit européen qui aujourd'hui s'impose à nous et qui évidemment ne nous rend pas service, c'est un droit qui systématiquement a pu passer à la Commission européenne avec l'accord de la France. Avec l'accord de la France. Ça veut dire que ça veut dire qu'en fait les gouvernements qui aujourd'hui déplorent tel ou tel droit qui a été proposé par la Commission et tout sont des menteurs, puisqu'en réalité dès l'origine la France a soutenu ça, de la même manière que c'est les gouvernements les gouvernements français qui ont plaidé par
exemple, pour l'intégration de la Grèce au sein de l'Union européenne, alors qu'on savait que c'était un pays qui était économiquement pas évidemment capable d'intégrer une telle zone économique, mais il y avait eu cette grande phrase à l'époque du président français qui disait on ne fait pas jouer Platon en seconde division. Donc en fait c'est un peu, pour le coup, c'était charmant. Il me semble que c'était Valéry Giscard d'Estaing, mais je voudrais pas dire de bêtises. Et donc, si vous voulez, il y a quand même cette tendance à faire passer l'idéologie et l'utopie avant le pragmatisme par les gouvernements français. De la même manière, l'euro, c'est extraordinaire. C'est la France qui a convaincu l'Allemagne d'accepter l'euro. Elle s'est battue pour ça. Elle a accordé des concessions et notamment l'alignement de l'euro sur le Deutsche Mark pour faire en sorte que l'Allemagne rentre dans l'euro, imaginant que, eh bien, elle tirait un avantage là-dessus. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, nous avons un outil et que cet outil, il pourrait, en tout cas, tenter d'être réorienté, chose qui n'a jamais été faite, par une recomposition des rapports de force au sein de son instance. Je m'explique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France s'est enfermée dans un couple franco-allemand qui est censé être le moteur de l'Europe et qui aujourd'hui revient à s'aligner systématiquement sur les intérêts. l'Allemagne, il faut le dire. Voilà. Et sachant que évidemment l'Allemagne, rappelons-le, est une puissance exportatrice et comme c'est une puissance exportatrice, elle est un fervent défenseur du libre-échange pour pouvoir vendre ses voitures dans le monde entier, notamment aux États-Unis, et ne veut surtout pas un durcissement des conditions commerciales, tarifaires aux frontières extérieures parce qu'elle en paierait. La Chine, parce qu'elle. Elle en paierait très gravement évidemment les conséquences. Donc nous voyons bien que nous avons aujourd'hui une vision antinomique et des intérêts divergents. Et ce en quoi je crois, c'est que la France aujourd'hui, qui est le pays le plus incontournable après le départ du Royaume-Uni de la zone euro, a les moyens de reconstituer des alliances avec des pays qui sont plus proches de ses intérêts, notamment dans les pays latins, pour rééquilibrer ce rapport de force. Italie, Espagne, voilà, etc. par exemple, qui sont des contributeurs nets, il faut le rappeler, au sein du budget européen, donc ils donnent plus qu'ils ne reçoivent. Sur le modèle en partie de ce qui a été fait chez les pays de Visegrad, vous savez que les pays de Visegrad, avec la Hongrie, la Pologne, voilà, entre eux, se sont organisés pour défendre leurs intérêts. Alors c'est pas parfait, mais je veux dire, il y a une logique aujourd'hui qui pourrait être vue, mais qui impliquerait en amont, d'être capable de faire une critique juste et lucide de l'Union européenne et de ce qu'on en attend pour la cantonner uniquement à des questions d'intérêt économique. Oui, et surtout, Marion, la maréchale, la volonté de se découpler de l'Allemagne, enfin de ne pas être. C'est ça, et sortir de la germanolatrie, si je peux dire ça, qui consiste à ne rien penser en dehors de l'Allemagne. Je pense qu'il y a des marges de manœuvre qui n'ont pas été exploitées. Si ces marges de manœuvre, une fois exploitées, n'aboutissent pas, on peut se poser la question, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudra bien mesurer les conséquences. Mais vous ne seriez pas au bout du compte pour qu'à un moment donné, cette Union européenne peut se déliter et faire un Frexit. De toute façon, si l'Union européenne continue sur la lancée qui est la sienne, je pense qu'inexorablement, de toute façon, elle finira par s'effondrer sur elle-même, parce que c'est aujourd'hui une accumulation d'impuissance, d'une certaine manière, et on voit bien qu'elle est là où elle ne devrait pas être. Ça veut dire qu'elle est de plus en plus sur des sujets de société, de plus en plus contraignante sur les questions migratoires. D'ailleurs, on a encore un texte qui va passer, qui va encore libéraliser les possibilités d'entrée d'immigration, et elle n'est pas là où on l'attend. Ça veut dire qu'on l'attend sur les sujets stratégiques, on l'attend sous la souveraineté numérique. Elle y est pas. Voilà, on l'attend sur l'identification des carences en matière de défense pour pousser les pays justement à compenser ça et tout. Donc à un moment donné, soit la France est capable de donner un cap à ce dispositif, et Dieu sait que c'est pas une mince affaire, je suis d'accord avec vous, soit on considère que c'est perdu, et dans ce cas-là, il faudra en effet être cohérent et se poser les bonnes questions. Mais encore faut-il déjà tenter la démarche intermédiaire, si je puis dire. Écoutez, bonne chance pour ce travail d'Hercule. Oui, c'est vrai que c'est herculien. Et merci beaucoup Marion Maréchal. Je rappelle que vous lancez justement ce centre de réflexion, le centre d'analyse et de prospective, le CAP, mis en place pour alimenter le débat d'idées à l'approche des présidentielles. Et bien justement, le débat continue.